bych začal takovým prvním okruhem. Et je vais peut-être commencer par une première famille de questions, l'attractivité de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a plein de secrets. Son histoire est très, très riche. Les premiers hommes anatomie tels qu'on les connaît viennent de l'Afrique. Nous sommes tous des descendants des Africains. L'Afrique a vécu énormément de changements, de mouvements. C'est un continent qui est le seul à se trouver avec sa masse entière sur les deux globes, les deux moitiés du globe terrestre. Et c'est la raison pour laquelle il est témoin de changements énormes, globaux. C'est un territoire avec des extrêmes, en même temps un territoire très sec, très aride. Et ceci a influencé la formation, le développement sur ce territoire. Et il reste à poser la question à François Xavier. Il s'intéresse pendant toute sa vie professionnelle à l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous intéresser à l'Afrique? Comment ça a commencé? Merci beaucoup Ladislav et merci beaucoup à vous tous et toutes d'être là. Je voulais dire aussi à mon tour que j'étais très heureux et très honoré d'être reçu pour la deuxième fois dans ce cycle de conférences par les collègues tchèques. Nous avons commencé il y a déjà 2 ans avec Ladislav à dialoguer et c'est un dialogue qui continue, qui ne cesse de continuer. Et vous allez peut-être comprendre, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi nous aimons discuter ensemble de plus en plus, en dépit de nos terrains différents, de nos spécialités différentes et de nos institutions différentes. Et on va essayer de faire dialoguer aussi, comme le dit le titre, un peu bizarre, Bohème et Mali. Vous allez voir pourquoi ça nous fait réfléchir ensemble, de mettre ensemble sur la même carte du monde, la Bohème et le Mali. Je voudrais commencer par rebondir sur une chose que tu as dite, Ladislav, tu as parlé de la diversité des sociétés en Afrique. C'est effectivement la première chose sur laquelle il faut insister parce que l'histoire de l'Afrique n'est généralement pas très connue. On enseigne très peu l'histoire de l'Afrique dans les écoles du monde entier. On enseigne très peu l'histoire de l'Afrique dans les universités. On parle très peu de l'histoire de l'Afrique dans l'espace public de nos sociétés contemporaines. Et il faut donc toujours commencer par rappeler ça. Les sociétés africaines ont des histoires. Et elles ont des histoires formidablement diverses, différentes les unes des autres. C'est l'une des choses qui frappe lorsqu'on commence à travailler sur l'histoire de l'Afrique, c'est qu'il est impossible de penser l'histoire de l'Afrique comme l'histoire d'un seul bloc qui aurait une seule trajectoire historique, qui commencerait à un moment donné, il y a quelques millions d'années, avec des hominidés, qui se poursuivraient avec un grand phénomène qui est le paléolithique supérieur, où tout le monde taille plus ou moins les mêmes outils en pierre, qui se poursuivrait de façon homogène avec le néolithique, où tout le monde se mettrait à cultiver des plantes et à élever des animaux, pour se développer ensuite en société qui développe la métallurgie, pour ensuite former des grands États qui tout naturellement arrivent jusqu'à l'époque contemporaine. Les trajectoires historiques des sociétés africaines sont multiples et elles sont entremêlées. Et ce qui est frappant, c'est que toutes ces étapes que je viens de rappeler et qui sont valides pour l'histoire de l'Europe, qui sont des étapes successives de toutes les sociétés du bloc européen, toutes ces étapes ont eu lieu en Afrique, mais elles n'ont jamais effacé les modes de production et les sociétés qui préexistaient. Ça veut dire qu'en Afrique, tout au long des millénaires et encore aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont des sociétés qui vivent dans des États comme le nôtre, si je puis dire, héritiers des formations politiques du Moyen-Âge, mais il y a aussi des sociétés de pasteurs nomades
qui conduisent leurs vaches à travers les paysages différents d'Afrique. Il y a aussi des sociétés de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, collecteurs, qui vivent par exemple dans le désert du Kalahari, en Namibie ou au Botswana actuel, qui vivent dans la grande forêt du bassin du Congo en Afrique centrale, ou qui vivent même dans les interstices des sociétés centralisées d'autres régions d'Afrique, par exemple sur les berges du fleuve Niger au Mali actuel. Les trajectoires des sociétés africaines ont formé un paysage beaucoup plus compliqué que les autres sociétés du monde. Et cette complexité, elle n'est rien d'autre que le produit de l'histoire. Cette histoire, elle produit de la complexité. Si je devais caricaturer, et je caricature d'abord et après j'efface ma caricature, si je devais caricaturer, je dirais que l'histoire de l'Europe, elle est relativement simple parce qu'elle se stratifie, et que chaque nouvelle étape économique ou technologique efface les précédentes. Le néolithique, à un moment donné, il y a 10 000 ans, 8 000 ans, 6 000 ans, efface les sociétés chasseresses, cueilleuses, collectrices, pêcheuses antérieures. Et tout le monde devient néolithique. Et ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, quelque chose d'autre se passe. Je redis, toutes les étapes techniques ont eu lieu en Afrique, mais elles ont produit un patchwork. Elles ont produit un puzzle de société. Elles ont produit de la complexité. Et cette complexité, d'abord c'est intéressant, tout court, mais ensuite c'est un défi intellectuel. C'est pourquoi est-ce que les sociétés africaines ont fabriqué à ce point-là des formes beaucoup plus diverses, beaucoup plus complexes, beaucoup plus mélangées de culture, de langue, d'économie, de formes de pouvoir, de formes d'organisation sociale, de religion. Et pourquoi, par la même occasion, elles ont produit de la cohabitation les unes avec les autres. Parce que c'est ça l'implication, c'est qu'elles cohabitent. Et je pourrais vous citer beaucoup d'endroits en Afrique où des sociétés très différentes les unes des autres, beaucoup plus différentes que vous ne pouvez même imaginer, différentes en termes de famille linguistique, différentes en termes de mode de production, en termes de formes de pouvoir, en termes de formes de système de parenté, etc., cohabitent sur des tout petits espaces et se contraignent par la même occasion à cohabiter, à être en symbiose les unes avec les autres. On peut en prendre plusieurs exemples comme ça. Tu m'arrêtes dans 1 heure. On peut prendre plusieurs exemples. Un exemple. Vous savez peut-être tous et toutes ce qu'est le Sahel. Le Sahel, c'est la frange très mince qui fait une centaine de kilomètres d'épaisseur entre le désert du Sahara et les zones de savane au sud. Dans cette zone, dans ce Sahel court de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Bon. C'est une bande très très fine et très très longue. Bon. Cette zone de Sahel est une zone de contact et l'a été au Moyen-Âge de façon exceptionnelle entre des sociétés complètement différentes les unes des autres, différentes sur le plan linguistique, différentes sur le plan religieux, différentes sur le plan technique, différentes sur le plan politique, différents. Et cette zone de contact a permis au Moyen-Âge la rencontre entre des gens qui traversaient le Sahara, qui étaient de langue berbère ou arabe, qui étaient nomades, chameliers, marchands et urbains, qui voyageaient de ville en ville à travers le Sahara pour apporter des marchandises et venir acheter des marchandises. Au sud du Sahel, nous avons toute une série de sociétés qui sont des sociétés agricultrices, pas du tout nomades,
agricultrices qui, parlant des langues qui n'ont absolument rien à voir avec les langues qui étaient parlées du côté nord du Sahara. Et à l'interface, dans cette zone de contact du Sahel, quelque chose s'est passé au Moyen-Âge, qui est l'émergence de grands États. Je parie que tous les noms de grands États que vous connaissez, ou la plupart d'entre eux, ont émergé dans cette zone. Le Mali, le royaume du Mali du XIVe siècle a émergé dans cette zone. Gao, Tombouctou, les royaumes du Takrour dans la vallée du Sénégal, le Ghana, le formidable Ghana du Xe siècle, qui est totalement contemporain de la Bohème de Boleslav. Voilà. C'est un royaume qui émerge dans cette même région-là. Et là, se sont formés des grands royaumes exactement au contact entre des sociétés qui n'avaient initialement rien à voir les unes avec les autres. Par exemple, sur le plan religieux, puisque les gens qui traversaient le Sahara véhiculaient avec eux l'islam. Les gens qui habitaient au sud du Sahel étaient des sociétés de religion traditionnelle, qu'on appelle parfois païens, mais que je préfère appeler de religion traditionnelle. Voilà. Donc là, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je pourrais en donner un autre exemple en Éthiopie, et après je réponds à ta question. Un autre exemple en Éthiopie où j'ai beaucoup travaillé. L'Éthiopie est un pays dont le relief est très accidenté. On y rencontre quelque chose qui est un type de paysage absolument exceptionnel dont vous n'avez pas idée si vous n'avez jamais voyagé dans ce genre de région, qui s'appelle le rift. Le rift, c'est un phénomène tectonique de soulèvement de la croûte terrestre jusqu'à 3000 mètres de hauteur, et puis un effondrement qui s'est produit à un moment donné. Et vous avez des sociétés qui habitent tous ces paysages, à 3000 mètres de hauteur, dans les pentes du rift ou en bas, dans les plaines du bas. À l'échelle de 10 ou 20 kilomètres, tout change. Vous n'êtes pas à la même altitude. Vous passez de 3000 mètres d'altitude à 1500 mètres d'altitude et puis à 400 mètres ou 200 mètres d'altitude. Vous faites 20 kilomètres, vous vous mettez à Debreberan, par exemple, capitale du royaume d'Éthiopie au XVe siècle. Vous faites 20 kilomètres vers l'est et vous descendez de 3000 mètres. D'abord, la route est dangereuse, mais ensuite, le paysage change complètement. Les sols changent complètement. Le climat change complètement. Les plantes qui poussent changent complètement. Les animaux qu'on peut élever ne sont pas les mêmes. Les contraintes de l'environnement, les températures annuelles, les températures nocturnes, rien n'est similaire. Et il a fallu que les sociétés s'adaptent à ces contraintes des paysages et transforment ces contraintes du paysage en opportunités pour elles-mêmes. Les sociétés qui habitent en haut sont des sociétés agricultrices, qui cultivent pas n'importe quoi, parce qu'à 3000 mètres, on ne peut pas cultiver n'importe quoi. Donc on cultive un type de céréale, un seul, qui s'appelle le teff, qui est une céréale qui ne pousse que dans ces endroits-là. Dans l'escarpement, les pentes du haut plateau, on passe là à un régime tropical. Là, tout pousse. La canne à sucre, la banane, etc. À condition de savoir maîtriser les cours d'eau pour empêcher que l'érosion n'emporte tout, parce que c'est la mousson qui s'abat sur ces pentes très escarpées. Et puis en bas, c'est le désert. En bas, seuls des chameliers peuvent circuler et élever des chameaux et des chèvres. Donc en fait, en faisant 20 km, non seulement vous changez de paysage, mais vous changez de société aussi. Ces sociétés, elles se sont débrouillées comme elles pouvaient avec les opportunités, avec les nouveautés qu'elles ont reçues, notamment les idées, les religions, etc. Au Moyen-Âge, les gens du haut plateau sont devenus chrétiens.
dans l'Antiquité en réalité, enfin au IVe siècle, ils sont devenus chrétiens. Et ils n'ont pas cessé de l'être tout au long du Moyen-Âge. Le grand royaume d'Éthiopie, dont vous avez peut-être entendu parler, était un grand royaume chrétien du haut plateau, à 2500-3000 mètres d'altitude. Les musulmans, eux, parce que l'islam est arrivé très vite, hein, c'est en face de la péninsule arabique. L'islam est arrivé très vite, 3 siècles après le christianisme, et l'islam a été adopté par les sociétés de l'escarpement. Et les sociétés du désert en bas sont longtemps restées païennes avant d'adopter l'islam à leur tour. Les sociétés éthiopiennes ont fait quelque chose avec ça. Elles ont fait quelque chose avec ça. Elles ont mis en place un système d'échange, un système d'interrelation économique, un système de symbiose économique entre les gens qui, en haut sur le plateau, qui se trouvaient être chrétiens et qui produisaient de la richesse, qui produisaient des céréales, qui produisaient des animaux de boucherie, qui produisaient du cuir, hein, et les gens qui, dans l'escarpement, ne produisaient pas grand-chose qui pouvait être vendu à part des bananes et de la canne à sucre, mais qui, eux, étaient marchands, étaient commerçants. Voilà. Une symbiose s'est mise en place entre les producteurs sur le haut plateau et les marchands dans l'escarpement. Ça a fonctionné un certain temps, jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus au XVIe siècle. Bon. Si je prends longtemps cet exemple, c'est pour dire que la très très grande diversité des trajectoires historiques qu'ont emprunté les sociétés africaines est le reflet de ce que les sociétés africaines ont fait avec la diversité des paysages, voilà, qui est une diversité incroyablement plus grande que la diversité de nos paysages européens. À nouveau, je vais caricaturer, avant d'effacer ma caricature. Lorsque on devient néolithique quelque part en Mésopotamie ou dans le croissant fertile il y a 10 000 ans, qu'on se met à cultiver 2-3 types de céréales et à élever 2-3 espèces d'animaux domestiques, à partir de là, on peut assez facilement faire tranquillement 4 ou 5 000 kilomètres vers l'ouest, sans rien changer à son paquet culturel. Mais lorsqu'on arrive en Afrique, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce qu'on bute sur le désert. Parce que si on a passé le désert en faisant un tri dans son paquet culturel, on arrive au Sahel, où on ne peut pas tout faire non plus. Puis on arrive dans la savane, puis on arrive dans la forêt, où on ne peut pas cultiver des céréales. Et même chose en Éthiopie, on ne peut pas transporter n'importe quoi du haut plateau à l'escarpement tropical et à la plaine désertique en bas. À chaque fois, des parties du paquet culturel ont besoin de se transformer. En d'autres termes, et avant de répondre à ta question, les sociétés africaines ont eu affaire avec une diversité et des environnements, des milieux, des contraintes, et de cette diversité, elles en ont fait un motif d'inventivité, d'invention sociale, technique, politique, religieuse, qui est sans égal ailleurs dans le monde. Et je réponds maintenant à ta question. C'est ça qui n'a cessé de m'intéresser dans différents endroits en Afrique. J'ai commencé par travailler en Afrique du Sud, d'abord formé comme historien moderniste. Donc, moderniste, ça veut dire qui travaille en gros sur le XVIe, XVIIIe siècle, essentiellement à partir de langues européennes, des récits de voyages européens dans différentes régions d'Afrique. Et avant d'habiter en Afrique du Sud et de vouloir travailler plus profondément sur un type de société nomade pastorale qui s'appelle les Khoikhoi, qui ressemble beaucoup aux Peuls en Afrique de l'Ouest ou aux Maasai ou aux Nuer au Soudan ou en Afrique orientale, et à ce moment-là de commencer à me former à d'autres techniques
que je ne possédais pas avant, d'autres compétences que je n'avais pas avant, comme l'archéologie, comme l'art rupestre, la linguistique comparée, toutes ces disciplines qui permettent de remonter plus loin dans le temps que les sources écrites européennes. Puis ensuite, je suis parti en Éthiopie. Là, ce sont juste des opportunités professionnelles. Je suis parti en Éthiopie et pendant plusieurs années, pour travailler sur quelque chose qui était mal compris, qui étaient ces sociétés musulmanes d'Éthiopie, et qui sont bien moins documentées, moins bien documentées que les sociétés chrétiennes d'Éthiopie. Parce que les sociétés chrétiennes d'Éthiopie ont laissé beaucoup de manuscrits, je parle des sociétés du Moyen-Âge, ont laissé beaucoup de manuscrits, alors que les sociétés musulmanes sont très mal connues. Et on parlera sans doute plus tard de cette question de documentation. Voilà. Et là, j'ai fait beaucoup de fouilles archéologiques en Éthiopie. Avec mon équipe, j'ai même découvert une ville musulmane du Moyen-Âge, chose qui n'avait jusqu'à présent pas été faite. On a pu commencer à mettre sur la carte des villes musulmanes du Moyen-Âge. Et puis, 2 jours plus tard, découvrir une autre ville musulmane, elle aussi du XIVe siècle. Et puis, 3 jours plus tard, encore une ville musulmane, des vraies villes, hein, des vraies villes entièrement oubliées, entièrement rasées, comme ça, sous les arbustes épineux. Et puis, l'année suivante, découvrir encore une ville, cette fois-ci avec des tombes de rois musulmans, qui avaient eu la bonne idée de laisser leur nom en arabe sur les tombes, là, ce qui nous a permis de corréler ça avec d'autres sources, des sources éthiopiennes en guèze, des sources éthiopiennes en arabe ou des sources extérieures en arabe. Si je précise tout ça, c'est pour vous montrer aussi que l'histoire est souvent un puzzle, voilà, et dont on attend longtemps des pièces. Et puis de temps en temps, on trouve la bonne pièce qui va au bon endroit. Ou pas. Bon. Et puis j'ai travaillé ensuite au Maroc. J'ai continué à faire des fouilles, toujours en profitant cette fois en profitant de ma compétence en archéologie islamique. J'ai fait des fouilles au Maroc. J'ai fouillé pendant 8 ans le site de Sigil Massa, qui est au Maroc, dans l'extrême sud du Maroc, juste à la bordure du désert. C'était une grande ville arabe et berbère qui, à partir du 7e siècle, était l'un des points de départ des caravanes qui traversaient le Sahara en direction du sud. Donc des caravanes de chameaux qui emmenaient des marchands pour traverser le Sahara, pour aller de l'autre côté à la rencontre des royaumes africains du sud du Sahara, donc le royaume du Ghana, le royaume du Mali. Et puis voilà, puis j'ai continué à travailler en Éthiopie sur d'autres sites archéologiques, notamment un magnifique site que je vous invite à googliser tout de suite, Lalibela, si vous ne le connaissez pas, exceptionnel site de Lalibela. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un site en Éthiopie, sur les hauts plateaux, chrétien. C'est un complexe religieux formé de plusieurs églises qui ont la particularité d'être des églises entièrement sculptées. Donc pas des églises construites en pierre ou en bois, mais entièrement sculptées. D'accord ? Il faut vous regarder des images si vous voulez comprendre. Hein. Voilà, c'est-à-dire que entièrement sculpté dans la roche, donc détouré comme un, bon, et puis sculpté de l'intérieur. Bon. Et ces églises posant un problème particulier, puisque ce ne sont pas des sites archéologiques au sens classique du terme, ce sont des sites sculptés. Voilà, donc il faut, ça c'est bon. Et puis voilà, et puis récemment, donc j'ai été nommé au Collège de France il y a 4 ans. J'ai fait des cours, voilà, sur l'histoire de l'Afrique qui sont accessibles en ligne, en français, gratuitement pour tous ceux que ça intéresse. Et puis, tout dernièrement, il y a 6 mois, voilà, j'ai décidé de faire une pause intellectuelle et de recommencer à lire. Et j'ai pris la direction d'un centre de recherche à Jérusalem, qui est le centre de recherche français à Jérusalem. Et nous voilà. Voilà. Merci, donc je pense que je peux barrer plusieurs questions que je voulais poser.
Mais c'est parfait. L'une des questions, c'était qu'est-ce qui te fascine, et je pense que tu nous l'as clairement montré, qu'est-ce qui te fascine sur l'Afrique, donc on le sait maintenant. Et avant d'arriver aux exemples concrets et à des comparaisons peut-être avec l'Europe, il y a une page importante pour l'Afrique, à savoir l'Afrique, dans une certaine période de l'histoire, est devenue la proie de la culture occidentale. C'est le 19e siècle dont je veux parler, où les narratifs nationaux ont commencé à percevoir, donc non seulement en Europe centrale, orientale, mais c'était aussi des narratifs concernant l'Afrique. L'Afrique, on a toujours longtemps un peu nié son histoire à l'Afrique, depuis l'Antique jusqu'au début de la civilisation. Et on parlait d'un croissant fertile, ce qui n'a été découvert on en parle dans les 10-15 dernières années, 10-20 dernières années. Et ce qui était plus au sud, et l'Afrique subsaharienne, on pensait qu'il n'y avait pas d'histoire. En fait, il n'y avait quasiment pas d'histoire. Et on disait qu'aucun sondage archéologique n'était important, donc ne se ferait, parce qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien à découvrir. Donc on n'y envoyait que des ethnographes qui décrivaient les stades de développement de l'homme que nous, Européens, bon, je caricature, qu'on était déjà passé au-delà. Et ce n'est que dans les 70-80 dernières années où ce point de vue sur l'histoire africaine a commencé à changer. Et j'en viens à ma question, à François-Xavier. Comment percevez-vous les narratifs sur l'Afrique? Quel rôle vous voyez pour vous-même et pour l'historiographie moderne et l'archéologie dans ce sens? Alors d'abord, oui, il faut rappeler aussi, tu as raison, Ladislav, que la colonisation du continent africain, de la quasi-totalité du continent africain, enfin tout le continent africain sauf l'Éthiopie, la colonisation du continent africain a entraîné une incroyable rupture de la transmission de l'histoire africaine. Et la colonisation, et déjà avant la colonisation, la traite des esclaves, la traite atlantique des esclaves, se sont accompagnés d'un discours sur l'Afrique qui n'a pas d'histoire. Nous sommes encore aujourd'hui héritiers de ça. Je dis nous, nos sociétés contemporaines. Partout sur Terre, toutes nos sociétés contemporaines, même en Afrique, sont encore héritières de cette rupture de mémoire, de cette discontinuité historique qui a fait oublier la profondeur de l'histoire africaine, la diversité des histoires africaines et la documentation dont on dispose pour reconstituer l'histoire des sociétés africaines. On en souffre encore. On en souffre encore. Je disais tout à l'heure qu'on enseigne très peu l'histoire de l'Afrique dans les écoles. On parle très peu de l'histoire de l'Afrique dans les conversations de table. On l'enseigne très peu dans les universités. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes de l'histoire africaine. Sur la période médiévale qui est la mienne, il y en a même très très peu. Sur la préhistoire, il n'y en a pas beaucoup non plus. On fait rentrer tous les spécialistes de la préhistoire africaine dans une salle de 400 personnes. Je veux dire, tous les spécialistes au monde. D'ailleurs, quand un congrès de la SAFA ou du PANAF
ce sont les deux grandes associations, se réunissent, c'est 400 ou 500 personnes du monde entier dans une salle. C'est tous les spécialistes, toutes. Bon. Et les spécialistes du Moyen-Âge en Afrique sont encore moins que ça. C'est peut-être 30 personnes. Bon. Donc c'est très peu de spécialistes si on compare aux spécialistes du Moyen-Âge européen ou aux spécialistes d'autres régions du monde. On en souffre encore aussi en termes de retard de connaissances. Le sous-sol des sociétés africaines contient encore des centaines de villes qui n'ont pas été découvertes. Vous allez me dire, comment est-ce que vous le savez, monsieur Fauvel? Je le sais parce que des centaines de villes qu'on ne sait pas localiser sont mentionnées dans les sources arabes du Moyen-Âge. Et on ne sait pas les localiser. Imaginez-vous qu'on ne sache pas où localiser Prague. Imaginez-vous, parce qu'on va en parler, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qu'il est intéressant de mettre en comparaison entre les différentes régions où on travaille. Est-ce que vous savez, la réponse est non pour la plupart d'entre vous, est-ce que vous savez quel document nous cite le nom de Prague, votre capitale, pour la première fois? Vous ne savez pas. Eh bien, c'est une source arabe, c'est Ibn Yacoub, c'est un juif, voyageur juif des années 960, venu de Al-Andalus, donc de l'Espagne islamique, écrivant en arabe. Il fait tout un itinéraire à travers l'Europe, franque et slave, et il mentionne, son itinéraire est difficile à reconstituer, mais en gros on est certain qu'il est passé en Francie orientale, donc disons l'Allemagne occidentale actuelle, et puis à un moment donné il fait un détour vers le pays slave, il nous parle des Slaves, et il débarque à Prague. On a de la chance, c'est qu'il nous donne il écrit en arabe, il nous donne le nom en arabe, il écrit Faraga. Faraga, honnêtement, c'est assez facile, c'est-à-dire qu'on décrypte, en vieux slave, c'est Praga, et donc le décalque est assez facile. Le décalque est assez facile pour d'autres villes dans lesquelles il passe. Dans d'autres cas, on ne sait pas du tout dans quelle ville il passe, d'accord, bon. Mais à Prague, il est passé. Et il est le premier auteur à mentionner le nom de cette ville. Et il décrit très brièvement le château de Prague, la rivière, qu'il appelle, en lui donnant son nom allemand, Moldawa, Moldo. Il nous parle de marchands, il nous parle du marché, il nous dit que voilà, le pays est très bien pourvu, il y a beaucoup de blé, etc. On fabrique beaucoup de trucs en cuir qui se vendent très bien dans le pays. On achète des esclaves, on peut leur fournir de l'argent, des trucs en argent, et on achète des esclaves. Il nous parle du roi, Malik, le roi, Boleslav, il nous donne son nom transcrit en arabe. Et puis il en profite, puisqu'il a fait un séjour à Prague, il nous parle des autres pays qui sont derrière, il nous parle de Mishka, en arabe, Mieszko, voilà, l'un des premiers piastres. Bon. Il nous dit que des marchands viennent à Prague, d'un peu toutes les régions du monde, des marchands juifs, des marchands russes, probablement des Normands ou des Vikings qui viennent de la Baltique. Il nous parle de marchands turcs, probablement des Hongrois qui viennent de l'Est. Et on a là, voilà, on est capable là de reconstituer juste avec lui, juste avec Ibn Yacoub, plusieurs pièces du puzzle, de les coller ensemble et puis de les poser sur notre puzzle. Ça me fascine parce que c'est très exactement la situation documentaire dans laquelle on est quand on travaille sur l'Afrique. À la même époque, exactement à la même époque.
le royaume de Takrour sur la vallée du fleuve Sénégal, le royaume de Ghana dans l'extrême sud de la Mauritanie actuelle, le royaume de Gao sur le fleuve Niger au Mali actuel. Voilà 3 royaumes tout à fait contemporains de la Bohème de Boleslav et qu'on peut mettre sur la même carte du monde, la même carte du monde médiéval, et qu'on peut mettre sur la même carte du monde médiéval dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que pour Takrour, pour Ghana et pour Gao, ce sont aussi des voyageurs arabes qui nous renseignent sur ces royaumes-là dans les mêmes conditions. C'est-à-dire des voyageurs qui circulent et qui nous donnent des villes, des itinéraires, des marchandises qu'on vend et qu'on achète, des noms de rois, des noms de ethnies. Sauf que, dans le cas de Prague, on a de la chance. On peut reconnaître le nom Prague et l'associer avec une ville actuelle. On sait où est Prague. Ça ne vous surprend pas, mais ça devrait, parce qu'on ne sait pas où est Takrour. On ne sait pas bien où est Ghana. On n'est pas sûr que ce soit un site archéologique. Voilà. On sait où est Gao, parce que ça existe encore. Mais beaucoup d'autres villes, je disais des centaines, oui, beaucoup d'autres villes, on ne sait pas où elles sont. On est sûr que des marchands y sont passés, on est sûr que des gens y ont habité, on est sûr que des rois y ont régné, on est sûr que des marchandises ont été vendues et achetées. Dans certains cas, ça a été des hubs majeurs, comme Prague, qui rayonnait avec des marchands qui venaient de très loin, mais on ne sait pas où c'est. Et on n'est pas capable de connecter cette pièce du puzzle avec un lieu sûr. On peut émettre des hypothèses, mais on n'est pas capable de le connecter avec un lieu sûr. Et donc, quand on est capable de le faire, c'est un petit miracle de la recherche, alors qu'en Europe, ce petit miracle nous paraît anodin, parce qu'on sait déjà où est Prague, et qu'on sait déjà où est Paris, et qu'on sait déjà où est Rome. Mais on ne sait pas où est la capitale du Mali du XIVe siècle, l'un des plus puissants royaumes africains, principal fournisseur d'or à l'ensemble du monde musulman et à l'ensemble de la Méditerranée du XIIIe au XVe siècle. On ne sait pas où était sa capitale. Donc le miracle, ce miracle, on le cherche quand on est chercheur. Voilà. Ce miracle, on le cherche et quand on est archéologue, quand on est historien, enfin beaucoup d'historiens spécialistes de l'Europe oublient que ce miracle, il a déjà eu lieu parce qu'on sait déjà où est Prague, où est Paris et où est Rome. Mais ce que je trouve intéressant, une fois de plus, pour revenir sur ça, c'est de comparer les conditions du savoir, se souvenir que, je reviens à nouveau après de longs détours à ta question, se souvenir que si ce miracle de la connaissance n'a pas toujours lieu, est difficile à produire en Afrique, c'est parce qu'un oubli, une déconnaissance s'est produite. Et que cette déconnaissance, cet oubli, cette dispersion de la documentation, ce retard de l'archéologie est dû à des causes profondes, parmi lesquelles la colonisation. Voilà. Et que cette colonisation continue à avoir ses effets aujourd'hui, voilà, dans le sous-développement de l'Afrique, merci, dans la frilosité des agences de financement à financer des grands programmes en Afrique, alors qu'il faudrait mettre des millions. Il faudrait mettre des millions dans la recherche en Afrique. Mais voilà, on a un retard
qui a des causes structurelles très très profondes, parmi lesquelles la colonisation. Voilà, j'ai mis une demi-heure pour répondre à ta question, mais c'est fait. Cool. Samozřejmě taky není to už jenom otázka. Eh bien, merci. Ce n'est pas uniquement une question des chercheurs étrangers qui maintenant se concentrent sur l'Afrique, mais maintenant un rôle qui est de plus en plus joué par les chercheurs africains eux-mêmes. Justement, pour cela, il faut les soutenir financièrement, mais les soutenir également par le savoir-faire. Il faut soutenir nos collègues africains qui doivent maintenant reprendre la recherche de leur territoire. À un moment donné, on va arriver dans une situation où nos collègues africains vont nous inviter à participer dans leurs équipes de recherche. Je pense que c'est un peu le but. Aujourd'hui, il y a beaucoup de découvertes justement qui sont faites grâce à l'argent, au financement venant de l'Ouest, de l'Occident. C'est donné d'un côté par le fait d'un certain sentiment de culpabilité de notre côté. Donc, en fait, nous avons dessiné une image faussée par nous-mêmes. Donc, c'est maintenant, on essaie d'ouvrir les yeux, donc on essaie de se rattraper en quelque sorte. En même temps, on sait que sans une réelle connaissance qui va se faire vraiment à l'échelle internationale, en collaborant avec nos collègues africains, on ne pourra pas connaître l'homme. Parce que le sommet, disons, de l'histoire mondiale, ce n'est pas la société européenne de l'Europe Occident. Il y a cette diversité, justement, ces tendances, ces différentes directions dans l'évolution de l'homme. Et c'est justement ça qui est précieux. C'est pour ça que l'Afrique est tellement importante pour nous. Cette diversité des contextes naturels, justement, limite très grandement l'évolution de la civilisation. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, tous les archéologues, tous les historiens. L'exemple de l'Éthiopie, donc un tout petit territoire, il y a eu plusieurs biotopes dans un même endroit, il y a des différents en fait, contextes naturels. Et juste cette image, en fait, archéologue, enfin, le point de vue archéologue qui correspond. Donc ça, c'est justement un exemple excellent de cette diversité qui existe et l'Afrique nous donne vraiment beaucoup de matière à réfléchir, à apprendre. Donc on va continuer, je vais continuer avec mes questions. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un tout petit peu pour clore cette question des narratifs, des discours. Donc la France, à la différence de la Bohème, la France a eu bien sûr ses intérêts coloniaux. Donc ma question c'est de savoir comment en fait tu vois l'existence des discours qui n'existent plus, enfin, les discours historiques, leur transformation entre les spécialistes, donc en France par rapport au colonialisme. Alors, la situation des études africaines dans le monde est très inégalement répartie. Je disais, nos sociétés contemporaines, nous, c'est nos sociétés contemporaines, sommes très en retard dans les connaissances au sujet du passé des sociétés africaines, et c'est la raison pour laquelle, je le disais, nous enseignons trop peu l'histoire de l'Afrique, et les connaissances sur l'histoire de l'Afrique sont trop peu présentes à l'esprit des gens. Et je pense personnellement qu'il serait nécessaire à tous les enfants du monde d'apprendre non seulement, je sais pas, l'Empire romain, l'Égypte pharaonique, et pourquoi pas l'histoire de la Bohème, mais aussi l'histoire du Mali, l'histoire de l'Éthiopie. Et l'histoire des chasseurs-cueilleurs du Kalahari, bon, qui sont nos contemporains. C'est-à-dire que voilà, ce serait quand même une bonne leçon d'histoire que d'enseigner à tout le monde que les Bushmen
ou les Pygmées, voilà, sont nos contemporains et pas des hommes préhistoriques. Bon. Ce serait une leçon de cohabitation, surtout à un moment de l'histoire de l'humanité où notre monde très rétréci est menacé par un changement climatique par un changement climatique global. Donc la diversité n'est pas seulement un message politique et humaniste. La diversité est d'abord une leçon de l'histoire et que ça devrait faire partie de l'enseignement. Cela étant dit, les études africaines sont inégalement réparties sur Terre et l'histoire de l'Afrique est inégalement enseignée sur Terre. En France, oui, nous avons la chance, cette fois-ci nous c'est en France, nous avons la chance d'avoir une assez bonne école d'histoire africaine et même une très bonne école d'histoire africaine et d'archéologie africaine qui, on pourrait penser, est l'héritière du passé colonial de la France, et c'est vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a des chaires d'histoire africaine en France qui existent depuis 1961. Les premières chaires au monde d'histoire africaine ont été créées à Paris en 61, au moment des indépendances. Mais il y a aussi autre chose. De façon très intéressante, les spécialités qu'on enseigne aujourd'hui d'histoire africaine, en archéologie africaine à Toulouse, par exemple, qui a été longtemps mon laboratoire, que j'ai dirigé, ou l'histoire de l'Éthiopie, où il y a beaucoup de chercheurs français et françaises spécialistes de ça, ne sont pas du tout des spécialités issues de la colonisation, mais même... bon. Et donc il y a un véritable renouveau depuis 20 ans de l'histoire et de l'archéologie africaine en France, qui tient à une chose, parce il faut critiquer la période coloniale, mais il faut aussi dire que la société française est une société multiculturelle, voilà, de très diverse dans ses origines, et qui a de plus en plus conscience, même si certains ont un peu de mal avec, mais qui a de plus en plus conscience de sa diversité. Et que c'est une très bonne chose. Et c'est ce qui fait que des étudiants peuvent avoir envie aujourd'hui d'aller écouter des cours à la fac sur l'histoire de l'Afrique médiévale. Bon. Et c'est pour ça aussi que j'ai été élu au Collège de France, et aussi pour la première fois dans l'histoire d'un institut qui a une chaire d'égyptologie depuis 2 siècles, qui a des spécialistes de plein de choses depuis 3-4 siècles. C'est la première fois qu'il y a un spécialiste d'histoire et d'archéologie de l'Afrique. Bon. Et c'est bien. Bon. Et à une époque où les gouvernants ont quand même plutôt tendance à couper les crédits de tous ceux qui leur donnent l'impression que ça ne rapporte rien ou que ça ne sert à rien, c'est intéressant que les institutions ou les pays fassent le contraire, c'est-à-dire d'investir dans ce qui n'est pas rentable, mais qui reste néanmoins intellectuellement utile, ou politiquement utile, citoyennement utile. Donc voilà, donc il y a quand même des lieux aujourd'hui sur Terre où on peut étudier, on peut travailler sur l'histoire de l'Afrique. La question devient plus compliquée lorsqu'on parle de qu'en est-il en Afrique. Je travaille en permanence, nous travaillons, tu travailles aussi quand tu vas au Soudan ou quand tu vas en Namibie avec des collègues africains, et tous les chercheurs que je connais, tous les chercheurs européens que je connais ou américains que je connais travaillent avec des collègues éthiopiens, maliens, sud-africains, etc. Mais il faut aussi dire que ces collègues de pays africains souffrent d'un très fort déficit dans leur propre pays d'argent, de moyens de recherche. Elles n'ont pas accès aux mêmes sources de financement que les chercheurs du Nord. Ils souffrent en tout premier lieu, bien plus que moi ou que toi, de l'insécurité, de la guerre, des coups d'État,
ou des conditions économiques dans leur pays. Ah. Moi, ça m'empêche de travailler au Mali, en Éthiopie, etc. Eux, ça les empêche de vivre. Ça interrompt les cursus des étudiants. Parfois, des étudiants se trouvent enrôlés dans des milices, hein, comme c'est arrivé récemment en Éthiopie, et sont envoyés à la guerre. Les conditions concrètes quotidiennes du travail, de la recherche dans les pays africains, dans beaucoup de pays africains, est beaucoup plus compliquée que nos conditions de travail. Ajoutons à cela que s'il est difficile de convaincre un gouvernement européen de l'utilité intellectuelle de travailler sur l'histoire de l'Afrique, c'est presque impossible à faire dans un pays africain. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays africains, et peut-être ont-ils raison, investissent d'abord dans des choses rentables, dans des formations dans lesquelles les diplômés trouveront un travail, contribueront au développement de leur pays, etc. Et désinvestissent dans les filières les plus érudites. Bon, je ne citerai pas de pays, mais il y a plusieurs pays d'Afrique dans lesquels je n'ai pas de collègues capables de lire la langue classique de leur pays. Je ne citerai pas non plus d'autres pays, mais dans un autre pays auquel je pense, des collègues me disaient, pour travailler sur la documentation et sur l'histoire de mon propre pays, je dois aller à Paris. Parce que dans leur pays, dans leur université, il n'y a pas les ressources électroniques auxquelles, comme chercheurs, nous avons accès. C'est même pas le financement, c'est les ressources électroniques. Il n'y a pas les catalogues, il n'y a pas les monographies archéologiques. Il n'y a pas les relevés archéologiques ou les dessins ou les notes de terrain qui ont été faites par des administrateurs coloniaux il y a un siècle. Tout ça est à Paris ou à Londres ou dans n'importe quel pays européen, ou etc. Voilà, mais pas dans les pays africains. Bref, c'est pas facile d'être un spécialiste de l'histoire ancienne de l'Afrique, c'est-à-dire en fait d'avoir besoin d'une documentation. Lorsqu'on est citoyen de l'un des pays, voilà, de la plupart des pays africains. Et souvent, ça ne se fait qu'à un prix très élevé. Voilà, consistant souvent à devoir quitter son pays pour aller prendre un poste dans un pays occidental. Ça se fait en prenant des risques. Dans un autre pays africain auquel je pense, voilà, des collègues archéologues prennent de gros risques pour aller sur le terrain, faire leur travail. Ça se fait à un très gros risque pour les étudiants africains qui investissent déjà pendant plusieurs années pour devenir historien ou philologue ou archéologue, ce qui typiquement ne sert à rien. Ils prennent beaucoup de risques financiers, ils prennent beaucoup de risques, etc. Et souvent peu payants parce qu'il n'y a pas forcément de travail à la fin des études. Bref, voilà. Donc tu as tout à fait raison. Il est nécessaire de travailler en coopération. Il est nécessaire de travailler en coopération. Il est nécessaire de faire venir des collègues. Il est nécessaire de travailler à transformer la situation pour qu'un jour, ce soit nous qui soyons invités. Il est nécessaire de faire venir des étudiants. Il est nécessaire de partager les financements. Il est nécessaire, mais il est nécessaire aussi de concevoir les projets ensemble dès le début. Il est nécessaire de partager les compétences. Il est nécessaire d'écrire ensemble les résultats et de les publier ensemble. Mais tout ça, c'est difficile parce que les conditions institutionnelles, voilà, dans beaucoup de pays africains ne sont pas du tout à la hauteur de cette exigence intellectuelle.
A určitě je potřeba pracovat na tom, aby se to... Il faut certainement travailler à ce que ça change. Mais c'est une course de longue haleine, comme tout dans la vie qui doit durer un certain temps, a besoin de stabilité, a besoin d'être prédit, et il faut effectivement avoir des financements assurés, il faut une stabilité politique, etc. Ceci dit, quand on a parlé des colonies, est-ce que tu savais que les Tchèques ont également tenté d'avoir leur propre colonie en Afrique? Non, je ne sais pas du tout. Na konci první světové À la fin de la Première Guerre mondiale, où il était clair que les Allemands vont perdre leur colonie, dans les intellectuels tchèques, les grands voyageurs comme Musil ou Emil Holub ou écrivains et hommes engagés, Kletsander, ont essayé de proposer au président Benesch de l'époque de négocier pour avoir le pogo. Heureusement, ça n'a pas abouti, ce projet. Je n'arrive pas à imaginer comment est-ce que ça aurait pu se produire. Ça aurait été très, très gênant si ça avait été le fait. Donc, en tant que Tchèque, quand on voyage en Afrique, on a la conscience tranquille, heureusement. Mais allons vers les États. On a déjà passé la première partie, la première heure de notre débat s'est écoulée. On voulait parler des États, des États médiévaux, mais disons très, très brièvement, juste en introduction, avant de parler d'exemples concrets, qu'est-ce que c'est un État? De notre point de vue, de la civilisation occidentale, le terme État commence à apparaître au XVIe siècle en France pour la première fois. C'est donc une entité stable malgré l'existence ou la non-existence d'un roi. Il y a la continuité de certaines institutions qui est tellement ancrée dans la société qui fait que cette entité est capable de surmonter les moments d'instabilité, etc. Du point de vue archéologique et de l'histoire mondiale, on a un chevauchement avec une définition du XIXe siècle où on parle plus d'une civilisation, où c'est l'idée typique du XIXe, donc une évolution linéaire du primitif jusqu'aux sociétés complexes, et les sociétés complexes sont définies comme civilisations. Et l'État, c'est le sommet de la civilisation. Donc nous, quand on travaille avec le terme d'État, en Afrique et même en Europe, il faut qu'on ait cela en conscience. Ce risque, la plupart des États médiévaux ne remplissent pas la définition de l'État tel que je viens d'en parler. Et ne serait-ce que dans les quelques centaines premières années, en Europe, ça a duré avant qu'il y ait des structures qui se forment dans les sociétés qu'on pourrait aujourd'hui mentionner comme étatiques. Donc comment définir l'État en Afrique de l'Ouest par exemple? Alors ça c'est une question compliquée, oui. C'est une question compliquée et je suis d'accord avec toi qu'on emploie le mot État comme une espèce de commodité verbale pour dire d'autres choses. Personnellement, j'utilise pas le mot civilisation parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'utilise pas un mot qu'utilisent souvent les archéologues qui est celui de société complexe. Bon. Parce que j'ai l'impression que les archéologues découvrent de la complexité un petit peu quand ça les arrange.
souvent d'ailleurs quand c'est leur propre site archéologique par rapport à celui que fouille un autre archéologue à côté, comme une espèce de privilège. Et je ne sais pas très bien d'ailleurs comment on peut déterminer à partir de l'archéologie qu'une société est complexe. J'ai en tête des archéologues qui ont fouillé des grandes superficies et qui ont trouvé des maisons de différentes tailles. Et parce que les maisons sont de différentes tailles, ils supposent que la société est complexe par opposition à une société simple dans laquelle tout le monde habiterait dans des maisons de la même taille. Il me semble personnellement que lorsqu'on a une vue plus anthropologique des sociétés, la complexité se loge pas forcément dans la culture matérielle, dans l'habitat, dans les vestiges archéologiquement fouillables. Et je connais beaucoup de sociétés qui sont beaucoup plus complexes que ce que leurs vestiges archéologiques pourraient laisser penser. C'est aussi une commodité, cette notion de société complexe, qu'on utilise sous l'angle des matérialités, sous l'angle de la culture matérielle, quand on n'a que ça. Mais c'est une notion qui véhicule avec elle des problèmes, à mon avis fondamentaux, et aussi fondamentaux que les problèmes que véhicule le mot État, comme tu l'as dit. Le mot État a une histoire, en effet, assez tardive, et on l'applique rétrospectivement un peu à qui on veut, de préférence à des sociétés occidentales, en oubliant que ces sociétés n'ont pas les caractères d'un État. Beaucoup de sociétés européennes du Moyen-Âge n'ont pas les caractères d'un État au sens où tu l'as défini, c'est-à-dire en fait un ensemble d'institutions qui se perpétuent indépendamment d'une dynastie, indépendamment d'un personnel, et peut-être même indépendamment d'un territoire. Bon. Personnellement, j'utilise un mot, une expression différente, j'utilise formation politique. C'est-à-dire en fait une formation politique. Quelque chose qui est politique. Quelque chose qui est politique et qui peut être de différentes tailles, qui peut être petit, qui peut être une chefferie, c'est-à-dire un territoire qui reconnaît un chef, comme il en existe, en Bohême au 8e siècle, comme il en existe au Sénégal au 8e siècle, comme il en existe au Mali au 19e siècle aussi, comme il en existe dans différents endroits à différentes époques. Ça peut être tout à fait autre chose, une formation politique, ça peut être une cité-État. Des cités-États, c'est un État réduit à une cité. C'est tout petit, une cité-État. Ça peut être Venise, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Ça peut être Kilwa, Mombasa, Zanzibar, sur la côte est-africaine. C'est la même chose. Une île, toute petite, une ville dessus, une élite urbaine commerçante, capable de commercer avec des grandes distances un peu de tous les côtés. Capable de convaincre des gens de venir chez eux pour faire du commerce. Ça peut être des grands royaumes. Mais un royaume n'a pas forcément besoin d'un État. Et un royaume a besoin d'un roi, en fait, qui dit « c'est mon royaume ». Et d'une société dont au moins une partie dit « c'est mon roi ». Avoir un territoire n'est pas complètement nécessaire. Il faut avoir une société qui dit « c'est mon roi ». Dans certains cas, il faut avoir un territoire. Il faut avoir une légitimité. Il faut avoir un petit personnel politique de ministres ou de clercs, ou de scribes, etc. Il faut avoir une armée. Mais ce n'est pas plus que ça.
Et ça, on peut reconnaître ça dans beaucoup d'endroits, hein, dans le Moyen-Âge européen, dans le Moyen-Âge islamique, dans le Moyen-Âge en Afrique. Donc cette notion de formation politique me paraît tout à fait élastique, tout à fait élastique, et permet de s'adapter à beaucoup de choses très différentes, sans qu'on sache forcément la définir plus précisément que ça. Une chose me vient. Ceux et celles d'entre vous qui ont lu le Rhinocéros d'or se souviennent peut-être du Rhinocéros d'or lui-même, cette petite figurine grande comme ça d'un rhinocéros. Sinon je raconte l'histoire pour tout le monde. Un petit rhinocéros qui vient d'une tombe qui s'appelle Mapungubwe en Afrique du Sud. Cette tombe a été trouvée autour d'autres tombes et ces tombes ont livré des objets absolument fascinants en or, des perles produites en Asie du Sud-Est, de la céramique produite en Chine, etc. Alors qu'on est tout au sud de l'Afrique à l'époque médiévale. Les gens qui ont été enterrés là n'étaient ni chrétiens ni musulmans. On ne sait pas ce qu'ils étaient. Mais ils étaient capables, d'une façon ou d'une autre, de commercer avec des gens qui appartenaient à différents horizons. Ils étaient capables de faire venir de l'or du pays voisin, le Zimbabwe. Ils étaient capables de faire venir des perles, de la porcelaine, de différents trucs. Ils étaient probablement capables d'exporter des choses comme de l'ivoire, etc., etc. Beaucoup de mes collègues disent, bon ben voilà, c'était le royaume de Mapungubwe. Moi je ne sais pas si c'était un royaume, est-ce que c'était pas une cité-État, est-ce que c'était pas une fédération de chefferies. Voilà. En appelant ça royaume, en appelant ça État, on limite beaucoup les possibilités interprétatives de l'histoire. On lit ça à travers un angle européen, en disant, bon ben, puisque c'était important, c'était forcément un royaume ou un État. Mais moi j'ai envie de dire, puisque c'était important, ça peut avoir été beaucoup d'autres choses. Et l'histoire de l'Afrique au cours des siècles nous montre beaucoup d'autres formes politiques. Des fédérations de chefferies formidablement puissantes, comme les Ashanti, voilà, en Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle, des cités-États formidablement puissantes, comme Kilwa au XVe siècle en Tanzanie ou Venise en Italie, ont eu des puissances qui ne nécessitent absolument pas d'avoir été un royaume ou quoi que ce soit. Donc, nous devons, je crois, toujours résister à cette tentation d'imposer dans le passé des catégories qui nous viennent du présent, même si notre travail d'historien se fait toujours nécessairement depuis le présent et est donc toujours nécessairement un travail en partie anachronique. C'est notre boulot. Ça veut dire traduire du passé dans du présent, c'est notre travail. Ce travail est en grande partie anachronique. Mais analyser les catégories que nous utilisons est une chose nécessaire. Et pour rebondir sur l'histoire de l'Europe, personnellement, j'appliquerais cette même catégorie de formation politique, en considérant que l'Europe a eu, au Moyen-Âge aussi, une très grande diversité et qu'il devait exister en Bohême, en Moravie, en Pologne, dans tout le monde slave, au, disons, 9e, 10e siècle, des choses qui devaient ressembler à des royaumes, par exemple le début du royaume de Bohême, devait ressembler plus ou moins à un royaume, hein, et puis des choses qui devaient ressembler à des chefferies dans beaucoup d'endroits, des choses qui devaient ressembler à des fédérations de tribus dans beaucoup d'endroits, peut-être des cités-États sur certains fleuves qui coulent vers la Baltique, Kiev à coup sûr, et puis peut-être des royaumes plus grands, etc. Mais cette diversité-là, c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est cette diversité-là qu'on peut s'amuser, c'est la partie amusante du métier, qu'on peut s'amuser à mettre sur une carte
du monde au Moyen-Âge. Et, voilà. Dobře, takže nemusíme mluvit. Très bien, donc on n'est pas obligé de parler des États, mais on peut parler de la diversité. Mais je crains qu'on n'ait plus beaucoup de temps pour le faire. Un grand sujet, la diversité, notamment pour l'Europe centrale et orientale. Nous avons des États, même si l'utilisation de l'État est justifiée ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Mais en fait, quand on utilise certains labels, disons des catégories, il y a un certain avantage, au moins ça facilite la communication. Donc chez nous, en fait, il y a un processus d'une évolution culturelle qui se fait dans un continu, ou enfin au moins on a cette impression-là qu'il y a une certaine continuité, disons, du 6e au 15e ou peut-être 14e siècle. Et en même temps, on trouve la même chose dans pas mal de liés européens, pas mal d'endroits européens, mais après il y a toute une série en fait d'histoires qui ont disparu. Par exemple, des emporias ou des villes marchandes ou la passe Lusace, par exemple, la Lusace, etc. Il est vrai que si on regarde uniquement l'histoire des pays vainqueurs, qui retrouvent justement leur légitimité dans les formations politiques médiévaux. Les exemples que je viens de citer, en fait, ne font pas vraiment partie du narratif. C'est quelque chose en marge, un tout petit peu. Mais de notre point de vue actuel, je parle de l'image, disons, mainstream de l'histoire. Donc, c'est quelque chose un tout petit peu à la marge. Quelque chose en plus, en supplément. Donc, si on reste dans le contexte de Bohême, cet espace slave, en fait, évolue de façon intéressante sur le territoire des barbares, donc en dehors de l'influence directe du Grand Empire romain. Et donc, cette partie, en fait, de l'Europe qui est liée avec la naissance d'une nouvelle culture, d'une nouvelle identité. Il y a les Slaves qui font leur apparition, qui sont là. Et c'est un grand avantage pour écrire l'histoire. Parce qu'il y a un point zéro, un point de départ qui nous permet de... Tandis qu'en France, chez les Français, c'est différent. Tu as tout à fait raison. C'est effectivement ça un sujet que je trouve absolument passionnant. Tu viens de dire, il y a un point zéro. Et ce point zéro, on le rencontre ici avec c'est un mot que j'ai du mal à prononcer, les prémislides. Bon, très bien. Donc disons 9e siècle, 10e siècle. C'est quoi ce point zéro? C'est le moment où quelqu'un, un prince, un chef d'une tribu, décide de se convertir au christianisme. Cette conversion au christianisme, on l'observe chez d'autres. Bon, il y a un Piast dans deux pays à côté qui fait la même chose et qui se convertit au christianisme. De façon très intéressante, dans les deux cas, et puis dans d'autres cas, dans une foule d'autres cas, ça constitue le point zéro, d'abord d'une dynastie, et puis ensuite de ce qu'on appelle la formation de l'État, la constitution d'un noyau territorial autour duquel nous avons l'impression, vu depuis aujourd'hui, que tout naturellement, quelque chose s'est aggloméré autour de ça, c'est-à-dire la formation de l'État, quelque chose. Et on peut le saisir de façon continue, ce point zéro, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui attire l'attention sur ce moment de la bonne idée qu'a un prince, un chef de tribu, de se convertir au christianisme. Bonne idée, pourquoi? Parce que ça provoque immédiatement un avantage compétitif par rapport à d'autres princes qui ne font pas ce même choix. Pourquoi? Ça lui apporte
C'est compliqué pour lui d'abord, hein, il est un peu tout seul. Bon. Mais ça lui apporte un gros avantage, ça lui apporte un personnel politique qualifié, des alliés très puissants, un avantage mémorial, si je puis dire. Quelqu'un prend en charge la rédaction de la vie de ce type et de sa dynastie. Donc très vite des chroniqueurs, etc., qui, en direct ou rétrospectivement, racontent l'histoire. En fait, ça fabrique du fil narratif. Donc, à un moment donné, la conversion, qui peut paraître très anodine à cette religion, fabrique quelque chose qui non seulement produit de l'État, du territoire, de la légitimité, de la mémoire, mais aussi du récit. On observe ce même phénomène au même moment avec l'islam au Sahel. Le 10e, 11e siècle, c'est le moment où plusieurs rois, sur la vallée du fleuve Sénégal ou au Sahel ou sur la vallée du fleuve Niger, se convertissent à l'islam. Là aussi, c'est en chaîne. C'est-à-dire que le roi de Silla, le roi de Takrour, le roi de Machin, le roi de Truc, le roi de Ghana, le roi de Gao, etc. Boum, l'un sur l'autre. Pourquoi l'un sur l'autre comme ça? Parce que comme ça produit un avantage compétitif, très vite, d'autres comprennent que c'est un avantage compétitif, il ne faut pas être à la traîne. Voilà. Donc, aussi brutalement qu'au, disons, 9e, 11e siècle, en gros, toute l'Europe centrale et de l'Est se convertit. De la même façon, au 9e, 11e siècle, tout le Sahel se convertit. Dans un cas au christianisme, dans l'autre cas à l'islam. Et au Sahel aussi, ça procure un avantage compétitif, le même, celui de fabriquer de l'État, du territoire, de l'administration, de la mémoire et du récit. La façon dont je le comprends au Sahel, c'est que ça procure aussi un avantage commercial. C'est que l'islam apporte avec lui un droit musulman, qui est un droit commercial, qui est transportable. C'est-à-dire qu'un contrat rédigé en arabe quelque part est valable 500 km plus loin. Une dette en dinars émise quelque part, un chèque, voilà, peut être tiré à la banque à 3000 km de là. Bon. Une promesse de vente voilà, doit être tenue parce qu'elle est faite sous l'égide d'un clerc musulman. Ce que je ne sais pas, et c'est la question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'en Europe centrale, est-ce qu'ici, le christianisme apporte ce même genre d'avantage commercial? C'est-à-dire est-ce qu'une fois que le prince de la Bohème centrale s'est converti au christianisme, outre tous les avantages qu'il a, notamment celui d'imposer le récit jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'en plus, ça provoque un avantage commercial? On a l'impression que oui, si on lit Ibn Yacoub, le voyageur juif dont j'ai parlé, voilà. Mais oui ou non? Comment ça fonctionne? Le christianisme, là, tous les chercheurs, ou beaucoup de chercheurs, pardon, sont d'accord pour dire que le christianisme a joué un très grand rôle dans la formation, justement, des formations politiques ici en Europe centrale. Mais en fait, la raison n'était pas tellement commerciale, plutôt politique, je dirais. Il faut se rendre compte que... Donc, en fait, on était sur le territoire des barbares, Barbarica, pendant l'expansion de l'Empire franc. Donc, ils ont traversé le Rhin. Après, il y a eu des tribus saxons, etc. Et après, ils ont été confrontés donc, aux Slaves. Après, près du Danube, donc vers l'est, il y a des Avars. Donc, on a vaincu les Avars. Et maintenant, il y a
possibilités justement qui s'ouvrent en fait pour cet empire, pour cette marque des Francs de l'Est dans la région du Danube. Et Bohême se trouve justement dans cette partie-là, mais non seulement il y a la Bohême, mais on le sait également de la dynastie des Moïmyr, qui étaient les dirigeants de cette grande Moravie. Et au Xe siècle, après la Saxe, il y a eu cette accélération des processus culturels sur le territoire actuel de la Pologne. Et justement, dans cet espace, en fait, on le dit très bien dans une légende sur les saints, justement de Boživoj. Boživoj qui était le premier přemyslid qui a été documenté, donc qui s'est converti au christianisme. On lui a dit, si tu deviens chrétien, tu n'es pas obligé d'être assis sous la table, mais tu vas être à la même table que les autres. Et là, je pense que c'est en fait une métaphore de cette énorme en fait importance. Donc, comme en fait la conversion à l'islam, ça a permis la création des règles communes qui ont ensuite facilité la communication et facilité tous les processus qui existaient et qui ont peut-être accéléré certaines choses. Dans la même mesure, la conversion vers le christianisme par les přemyslides ou par les piastes. Donc ça a permis en fait de créer une structure mentale commune qui a permis et facilité la communication. Ça n'a pas amené la paix, non, malheureusement, c'était l'inverse. Justement, ça n'a pas permis la réconciliation avec les pays voisins ou les dirigeants saxes ou autres. Donc les processus ont continué, mais sur un autre niveau. Et pour ce qui est du commerce, alors là, le commerce a joué un grand rôle entre la partie Est et Ouest, donc et Eurasie. Donc cet espace en fait jouait un rôle assez important. Et donc c'est par là que passait en fait le sentier de soie, en fait quelque chose qui prolonge le sentier de la soie, ce qui en fait reliait la péninsule ibérique avec Bagdad et d'autres pays en Asie de l'Est. Cet espace était très important. Et avec l'arrivée des Magyars, à ce moment-là, en fait cette artère près de Danube s'est renfermée ou refermée. Donc il fallait trouver un corridor alternatif. Donc en fait, on s'est dévié du Danube, de Rezno, de Ratisbonne. Et en fait, ce sentier maintenant est mené par Prague. Donc c'était une grande chance en fait. Prague s'est retrouvée sur cette nouvelle trajectoire. Et en fait, on a dépassé avec pas mal d'élégance cette pannonie critique. Les Hongrois vaincus en 955. La stratégie a changé. La Hongrie s'est ouverte au monde et le sentier du Danube a été réutilisé. Mais le commerce était dans les mains des différents princes ou rois. Une fois convertis au christianisme, il n'y a pas eu un pontage fait sur la ligne du christianisme. On a des territoires à l'est de la Pologne, en Ukraine et dans une grande partie de la Pologne avant la christianisation de ce territoire. Au moment des premiers siècles de l'existence de l'État polonais, il y a eu beaucoup de divers groupes qui commerçaient, qui faisaient du commerce et parlaient différentes langues. Ils étaient très mobiles. Et un grand rôle, les Juifs avaient joué un grand rôle dans les transactions et dans les connexions entre l'Est et l'Ouest. Les Juifs jouaient le rôle des commerçants africains, comme en Afrique, mais on sait qu'en Afrique
Aussi, il y avait Ibn Yacoub chez nous qui avait pour objectif, pour but, examiner cette trajectoire traversant Prague. On sait qu'en Afrique aussi, il y avait une grande barrière présentée par le Sahara qui était examinée par les Juifs qui faisaient du commerce et qui provenaient des différents khalifats. Oui, tu as tout à fait raison ce que tu dis à propos des marchands juifs dans l'Europe du Xe siècle. Ibn Yacoub parle des Juifs, il parle aussi des Russes, voilà, probablement des Scandinaves, et il parle des Turcs qui commercent avec le pays des musulmans. Il parle là de quelque chose qui est du côté de Bagdad. Hein. Bon. On imagine effectivement là des diasporas commerçantes qui s'appuient sur des solidarités ethniques et religieuses, voilà, pour être des petits colporteurs qui sont hébergés de ville en ville et puis qui font circuler des marchandises sur de très très longues distances. Ces diasporas commerçantes, on en rencontre à la même époque en Afrique. Et tu parlais de l'Afrique de l'Ouest. Tu pensais sans doute aux gens qu'on appelle les Wangara dans l'Afrique médiévale, qu'on appelle les Dioula aujourd'hui, dans toute l'Afrique occidentale. Une diaspora commerçante qui initialement était de langue soninké liée au Ghana ou de langue malinké liée au royaume du Mali et qui, en quelque sorte, circulait dans tout l'arrière-pays de ces royaumes, sur des centaines de kilomètres de régions de savane et de régions forestières, pour aller chercher de l'or et des esclaves, des noix, de cola, et puis vendre en échange des tissus ou du métal. On peut imaginer ça tout à fait de la même façon avec les diasporas juives ou russes ou magyars ou turcs, disons, en Europe centrale et en Europe de l'Est, étirés entre ici et la mer Noire, et puis plus loin l'Asie centrale. Et c'est assez fascinant, c'est-à-dire que voilà, on peut imaginer ces grandes diasporas commerçantes qui fonctionnent dans les arrière-pays des grandes formations politiques. Enfin, no offense, nous voyons, voilà, mais disons que la Bohème, c'était le début de l'arrière-pays, voilà, d'un monde barbare dans lequel ne pouvaient circuler que des diasporas de commerçants. Bon. Et je trouve ces parallèles très, très, très intéressants à penser. On pourrait imaginer aussi d'autres. La diaspora Haoussa, qui est aussi une diaspora commerçante du côté du nord du Nigeria actuel, ou la diaspora Swahili sur toute la côte, depuis la Somalie jusqu'au Mozambique actuel, qui sont toutes des diasporas médiévales, commerçantes et musulmanes en Afrique. Ce qui m'amène à cette question que je voulais te poser aussi sur le rôle du commerce dans la formation de l'État. Alors, j'utilise à nouveau le mot État de façon très fluide. Le rôle du commerce dans la formation de l'État. Là aussi, pour réfléchir, pour faire intervenir peut-être des exemples africains dans cette conversation avec ce qui se passe en Europe au Xe siècle, mais aussi pour faire intervenir des exemples centre-européens dans la conversation historique en Afrique aussi. Et tout ce que tu viens de dire sur les diasporas qui circulent dans ce monde barbare, central-européen ou est-européen au Xe siècle. Mais ce que dit aussi notre voyageur juif Ibn Yacoub dans les années 960, c'est-à-dire qu'on achète à Prague des esclaves qui arrivent de tout l'arrière-pays. Ce que disent d'autres voyageurs aussi, ce que disent d'autres auteurs arabes, Ibn Fadlan, etc., et d'autres, qui nous disent qu'on fait venir, voilà, les marchands russes, les marchands turcs font venir beaucoup d'esclaves de cette région-là à travers beaucoup d'intermédiaires qui sont vendus
sur des marchés à Samarcande ou à Bagdad, et en échange, on envoie une marchandise, on envoie de l'argent. Vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, que on a découvert en Pologne et dans toutes les régions autour de la Baltique des centaines et des centaines de trésors de monnaie islamique contenant des centaines de milliers de monnaies, des dirhams en argent, voilà, frappés à Bagdad ou à Samarcande autour du Xe siècle. Ce sont des centaines de trésors de ce type qui ont été découverts. On ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien pourquoi pendant cette période-là seulement, on ne sait pas très bien à quoi servait cet argent. Bon, on sait juste d'où il vient, puisque ce sont des monnaies islamiques, donc frappées avec une date et un lieu de frappe. Ça a amené certains collègues, certains historiens, je n'ai plus en tête là, mais un article de 2020 d'un auteur Andrew Roach, voilà, que j'ai lu il y a quelques jours, qui parle d'un commerce slave for silver, esclave contre argent. Et il suggère, il le dit d'ailleurs de façon très nette, que la dynastie des Piast, à l'époque de Mieszko et puis de son successeur, aurait été en quelque sorte une espèce de famille, de firme mafieuse, il faut bien dire, voilà, qui pratiquait pour son propre bénéfice ce commerce-là, slave for silver, bon, et qui en aurait profité pour voilà, payer des subordonnés, mettre en place une administration et mettre en place les bases d'un État. Est-ce que c'est une... Oui, je te le passerai, c'est vachement intéressant. Voilà, est-ce que ce modèle-là d'analyse, voilà, de formation de l'État par la captation, voilà, d'un pouvoir de courtage, voilà, par une famille politique qui au départ n'est rien de plus qu'une petite famille mafieuse, est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est des questions que je me pose. Alors, pas dans ces termes-là tout à fait en Afrique, mais disons, il me semble, tu le sais sans doute, j'ai introduit dans l'histoire africaine médiévale une notion d'État courtier, d'État qui pratique le courtage. Un petit peu comme des hubs d'aujourd'hui, ou un petit peu comme des formations politiques d'aujourd'hui, comme les Émirats arabes, ou comme d'autres endroits, ou comme, je sais pas, Hong Kong ou Singapour, qui n'ont aucune ressource propre, sauf une ressource d'agentivité, voilà, qui est de faire venir des gens pour échanger chez eux des marchandises, etc. Et je vois beaucoup de royaumes africains du Moyen-Âge, d'une période très précise du Moyen-Âge, comme des pouvoirs qui ont cette capacité voilà, à convaincre des marchands appartenant à différents mondes à venir chez eux, s'approvisionner chez eux et repartir. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'une mafia locale, mais voilà, je voulais savoir si pour toi, cette idée d'un État qui aurait pu être fondé au départ sur ce type d'échange slave for silver ou ce type de prédation économique a du sens ou pas du tout? To je právě ta velká otázka. La grande question, Jakým způsobem se de vlastně quelle manière une élite se forme et comment peut-elle commencer à gouverner. Et tu le sais très bien, c'est une grande théorie. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, on a énormément d'exemples de civilisations ou de sociétés complexes dans l'histoire, y compris l'Égypte ancien jusqu'à l'ère nouvelle. Les élites peuvent opérer avec des marchandises prestigieuses
pour créer des dépendances qui se groupent autour d'eux, qui s'agglomèrent et qui forment une structure hiérarchique à partir du haut. Et c'est probable, c'est possible. Je pense que c'est le cas des Piast. Je pense que c'est également le cas des Prémislides. C'est très probable et tout converge vers cette hypothèse. Et j'en reviens à la question de la stabilité de ces formations. Si la structure politique est fondée sur un flux de marchandises prestigieuses, donc l'accès à quelque chose d'exotique sur le territoire, c'est le principe de cette économie prestigieuse, de marchandises rares. Quand l'accès ou la mise à disposition fluctue, n'est pas toujours disponible, donc qu'en est-il de la continuité de la formation politique? Si elle n'est debout que sur un pied, elle est très vulnérable. Et on en vient à d'autres aspects. L'Afrique est peut-être le meilleur exemple ici, car l'Afrique a toujours eu des ressources très riches qui étaient attrayantes dès le début pour le monde de l'Asie et de l'Europe. L'or, les esclaves, la marchandise de l'Afrique noire, à savoir les essences, le bois exotique, l'ivoire, etc. On a des sources qui citent leur présence en Europe, en Asie, dans d'autres endroits du monde, et qui les citent comme marchandises prestigieuses. L'ivoire est une matière prestigieuse jusqu'aujourd'hui, de même que l'or qui est la valeur de richesse. Heureusement, on ne fait plus de traite d'hommes aujourd'hui, officiellement au moins. L'Afrique avait l'avantage que le continent l'avait, et il y avait la barrière du Sahara. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, mais dans les 5000 dernières années, c'est un désert qui est très difficile à traverser. Et tous ceux qui avaient la possibilité de se faire un chemin à travers le Sahara, créer un passage, avaient donc un énorme avantage d'avoir accès à ces marchandises. Et un tracé qui relie l'Afrique subsaharienne avec la Méditerranée, c'est le Nil, le seul corridor fluvial qui traverse le Sahara. Et ce n'est pas par hasard que nous avons l'Égypte, les royaumes de Cochin, sur le territoire du Soudan actuel, qui ont fonctionné jusqu'au début du christianisme et jusqu'à l'arrivée de l'islam dans plusieurs clans africains. Et toutes ces formations politiques étaient étroitement liées au Nil. Et ne serait-ce qu'au début de leur création, ils devaient leur existence à l'accès à la marchandise rare et au transfert de cette marchandise. L'Égypte ancienne avait aussi fait le pari de l'agriculture, donc ce qui était une bonne décision. Et donc après, les révolutions étaient un peu différentes. Mais en fait, la question, si on se pose de savoir comment fonctionnaient justement ces royaumes, je suis désolée, kossiques sur le Nil, donc ça évoque toujours pas mal de questions. On est d'accord pour dire qu'ils fonctionnaient en fait comme il y avait des ports, donc Hedébi par exemple, il y a la mer du Nord ou Kiev, etc. Donc c'était pas vraiment une analogie parfaite, mais il y a un tout petit peu pareillement. Donc il y avait cette formation qui est le long du Nil, donc le royaume des Napades. Et donc leur capacité en fait de fonctionner, d'assurer le flux, ça dépendait. En fait, il existait uniquement
sur le fleuve. Donc il fallait coopérer avec les groupes qui étaient en dehors de ce fleuve. Donc, par exemple, il devait coopérer avec les territoires. Il y avait justement les mines d'or. Donc, il n'y avait pas autre chose, mais il y avait l'or. Donc, il fallait un tout petit peu fonctionner comme justement les courtiers. Mais il y avait une différence, c'est qu'il n'y avait pas de diaspora. Il y avait ces groupes, en fait, notamment les pasteurs nomades qui jouaient ce rôle des courtiers, qui voulaient en fait garder cette possibilité-là. Donc l'Égypte ancienne, qui avait vraiment une grande soif de l'or, à Nubie, justement, dans le désert, à l'est, en fait, il y avait une très grande envie aussi des marchandises dans les territoires de Punt. On ne sait pas exactement où ça se trouve, où ça se trouvait, pardon, ça se trouvait à l'époque, parce qu'on a plusieurs informations en fait dans les écrits, mais on ne sait pas exactement à quoi il se rattache. Donc c'était un tout petit peu un motif revenant dans l'Égypte ancienne. Donc en fait le souverain arrivait toujours à faire une expédition, en fait arrivait toujours à aller dans ce territoire. Il n'était pas toujours dépendant justement des courtiers, mais il fallait faire une grande expédition militaire. Et donc c'est de ça qu'il se vantait après sur les grands murs tout autour du Nil. Donc c'est un principe qui était important, mais en fait il devait y avoir encore un autre élément qui a permis une certaine stabilité à ces formations, pour que ces formations puissent donc fonctionner dans le temps, quand il y avait des conflits avec les tribus nomades, donc une rupture dans les flux de marchandises, donc que ces formations Mais qu'est-ce qui fournit cette stabilité, justement? C'est-à-dire, j'entends très très bien ton discours sur le prestige, et effectivement, voilà, on voit bien l'or du côté africain, le royaume du Mali, il faut s'arrêter? Le royaume du Mali, voilà, et le sultan Moussa du Mali, par exemple, est formidablement connu, voilà, pour avoir été l'exportateur d'or. On parle d'argent ici, dans cette région du monde. Donc le prestige, en quelque sorte, compense l'activité de prédation. Voilà. Mais qu'est-ce qui, selon toi, fabrique de la stabilité pour les piastres comme pour les... pardon, j'ai toujours du mal avec ce nom, les prémislides. Qu'est-ce qui fabrique de la stabilité? Est-ce que c'est leur religion qui fabrique de la stabilité parce qu'elle fabrique des institutions et du récit? Ou est-ce que c'est autre chose? Jenom abych částečně odpověděl. Mais juste pour quand même apporter un élément de réponse, juste pour répondre un tout petit peu en partie, c'est une grande tâche qui est devant notre archéologie. Donc on sait qu'il y avait en fait une certaine capacité de gouverner un certain territoire, non seulement le territoire vraiment qui était défini par points, on était donc il y avait un certain aspect de territorialité, une gouvernance territoriale. Deuxièmement, en fait, la légitimité qui existait donc à travers toute la société. Nous sommes dans un contexte rural, agricole. Les occasions marchandes, justement, étaient plutôt rares en dehors de cette situation où, en fait, le tracé passait par Prague. Donc une question de légitimité. Et troisièmement, il y a une formation en fait de la mentalité, identité politique de tous les représentants de la société. Il y a une société qui était très hétérogène. Donc, il y avait bien sûr certains chefs au niveau des clans, il y avait des élites locales, mais il fallait les convaincre, il fallait trouver en fait un langage commun, trouver une commune politique, une communauté politique. Nous savons que les souverains tchèques jusqu'au XIIIe siècle étaient élus. Donc, il y avait une seule dynastie, les Přemyslides, mais en fait, il y avait un vote. C'était donc la communauté qui décidait en fait qui allait être le souverain. Donc, il y avait une très grande légitimité du coup qui était donnée au souverain, puisqu'en fait, dans son élection, il y avait une grande communauté qui était présente. Ce n'est pas encore la démocratie, d'accord, mais
Après, il y avait bien sûr un régime qui était fortement autoritaire, c'était pas démocratique, mais en fait, le fait que les représentants de toute la communauté en fait participent dans l'élection de leur souverain, ça c'était important. Mais ça vraiment, enfin, ça nécessiterait une discussion bien plus longue. Takže asi už musíme končit. Je crois qu'on va s'arrêter là. Un grand merci aux Vous avez été interprètes. absolument parfait. C'était difficile.